Bonjour, je remercie d'être venu ici à notre conférence qui se trouve pour la première fois dans ce lieu. Avant, c'était toujours ailleurs. Depuis 2 mois et demi, nous assistons en Europe à une guerre terrible que la plupart des Européens, des hommes politiques et des hommes qui sont des chercheurs en sciences politiques, et même ceux qui sont responsables de la sécurité en Europe, ne s'attendaient pas. On savait bien que M. Poutine est un autocrate ou un dictateur qui a systématiquement, depuis 10 ans au moins, enlevé toutes les libertés dans son pays. Mais qu'il décide, avec ses militaires, d'envahir l'Ukraine, à ça, la plupart des gens ne s'y attendaient pas. En 2017, quand nous avons créé notre association Ad Pacem Servandam pour la paix et contre la guerre, c'était à la suite de l'occupation de l'Est de l'Ukraine et de l'annexion de la Crimée. Quand nous faisions des conférences, où j'ai invité des gens, j'avais beaucoup de peine. On avait beaucoup de peine à faire passer l'information que l'occupation de l'Est de l'Ukraine concernait toute l'Europe. Les gens qui venaient d'ici d'Ukraine disaient « ce qui se passe chez nous, ça vous concerne aussi ». Depuis la chute du mur de Berlin en 1991, quand les pays de l'Europe de l'Est se sont libérés du joug soviétique, depuis cette date de 1991, nous vivons en ce moment la plus grande crise entre l'Europe et la Russie. On avait ces années une coexistence pacifique, plus ou moins supportable, mais là, on est tombé en pleine crise. C'est pour mieux comprendre les raisons manifestes et profondes de cette crise, qui en partie restent voilées à la plupart des Européens. C'est pour comprendre ces raisons que nous avons invité aujourd'hui un spécialiste sur la question. Je remercie M. Jacques Faure qui s'est déplacé de Paris pour venir ici nous faire cette conférence et nous répondre à la question « Quelle politique pacifique de l'Europe face à l'agression militaire russe contre l'Ukraine ?» Je dois dire aussi qu'il remplace Mme Galia Ackermann qui s'est désistée pour raison de santé. Monsieur Faure, je vous présente maintenant à notre public et aussi à nos spectateurs qui sont en direct avec nous par retransmission vidéo sur YouTube. Monsieur Jacques Faure est un ancien diplomate français qui a servi dans l'administration centrale du ministère des Affaires étrangères. Il a été sous-directeur d'Europe orientale, directeur adjoint de la coopération européenne et directeur d'Europe continentale. Il a servi jusqu'en 2014 comme coprésident français du groupe de Minsk de l'OSCE sur le Haut-Karabakh. Il a été ambassadeur de France dans plusieurs pays d'Europe de l'Est et notamment à Kiev de 2008 à 2011. Maintenant, pour le déroulement de la conférence, j'ai convenu avec M. Faure qu'il va parler une demi-heure et qu'ensuite vous aurez la possibilité de poser des questions ou des commentaires. Et ensuite, on passera à la deuxième demi-heure où il y aura de nouveau à la fin des questions ou des commentaires. Monsieur Faure, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Je vous remercie, monsieur. Mesdames, messieurs, bonjour et merci d'être présents. Alors, débutons tout de suite avec cette agression russe contre l'Ukraine, en rappelant 2 ou 3 phrases. La première, une de Paul Valéry: la guerre est faite par des gens qui ne se connaissent pas, mais elle est organisée par des gens qui se connaissent. L'autre phrase, elle est tirée du préambule de l'acte fondateur de l'UNESCO. Vous connaissez l'UNESCO, cette organisation internationale pour la culture et l'éducation, qui est membre de la grande famille de l'Organisation des Nations Unies. Et on y lit que la guerre
est dans l'esprit des hommes. Et c'est probablement dans l'esprit des hommes qu'il faut essayer de lutter contre la guerre. Malheureusement, la guerre existe aussi, et le 21 février de cette année, s'adressant au public russe par le biais des chaînes de télévision qui ne font que diffuser sa propagande, le président Poutine a annoncé, je le cite, le début d'une opération militaire spéciale, c'est-à-dire qu'il lançait l'armée russe pour, disait-il, porter secours aux Russes et aux russophones du Donbass qui seraient, d'après lui, menacés de génocide par le pouvoir nazi de Kiev. C'est à peu près ce qu'il a dit dans cette allocution. Et il annonçait ses objectifs pour cette opération militaire spéciale. Vous remarquerez qu'il ne prononçait pas le nom de guerre, opération militaire spéciale, et il fixait 3 objectifs très clairs. Il voulait agir pour, je le cite, démilitariser l'Ukraine, dénazifier l'Ukraine et la restructurer. Regardons concrètement ces 3 objectifs annoncés. Autant dire que le président Poutine ment et se moque du monde quand il dit cela. Démilitariser. Alors, un bref retour en arrière. L'Union soviétique, formellement comme État, a existé de 1922 à la fin 1991. Cette Union soviétique comportait autour de la Russie, qui était une des républiques socialistes soviétiques, 15 autres républiques amalgamées dans ce grand ensemble, et dont il y avait l'Ukraine, mais il y avait aussi le Kazakhstan, la Géorgie, l'Ouzbékistan, enfin 15 autres républiques. Fin 1991, quand s'achève la période de pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev, eh bien, les républiques décident de devenir indépendantes. Alors, la Russie devient une république indépendante, c'est la Fédération de Russie, mais elle prétend être la seule héritière juridique de l'ancienne Union soviétique. Et les autres républiques deviennent des républiques indépendantes, et c'est le cas de l'Ukraine. Évidemment, un État disparaît, il faut se partager l'héritage, si je puis dire. Et pour l'Ukraine, c'est une question importante, pour la Russie aussi, parce que dans l'Union soviétique, la République socialiste soviétique d'Ukraine avait représenté jusqu'à peu près 40% du potentiel industriel de l'URSS, environ 35% de ses capacités agricoles, et sur le territoire de la République socialiste soviétique d'Ukraine étaient implantées de très nombreuses et de très importantes industries lourdes, notamment dans le domaine de l'acier, de la sidérurgie, mais aussi de la chimie. Et il y avait aussi beaucoup de constructions mécaniques, et notamment de constructions mécaniques pour servir l'armée. C'est ce qu'on appelait dans l'Union soviétique le complexe militaro-industriel. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la puissance militaire de l'Union soviétique devait beaucoup à ces industries ukrainiennes. Par exemple, le grand constructeur des fusées intercontinentales SS-24 et SS-25, c'était sur le territoire de l'Ukraine, dans la ville de Dnipropetrovsk, c'était l'usine Yuzhmash. Une partie de la construction aéronautique, c'était aussi en Ukraine. Près de Kiev, il y avait le bureau d'études, l'aéroport et les ateliers du constructeur Antonov, celui qui avait fait les plus gros avions porteurs de l'histoire de l'aéronautique, et notamment l'énorme avec 6 réacteurs qui s'appelait le Mreya, en ukrainien ça veut dire le rêve,
Et c'était le gros porteur qui avait transporté la navette spatiale russe, Buran. Donc, vous voyez, il fallait se partager cela. Et donc, il restait aussi, dans chacune des républiques, et notamment en Ukraine, ce que l'armée rouge, l'armée soviétique, avait laissé d'armement, et notamment tout un arsenal nucléaire. Il restait sur le territoire de l'Ukraine environ 1300 fusées intercontinentales et autant d'ogives nucléaires. Il y en avait aussi au Kazakhstan, il y en avait aussi au Bélarus. Bon. Et tous se sont arrangés par un accord en 1994 pour accepter de rendre à la Fédération de Russie l'essentiel de l'arsenal nucléaire de l'ancienne Union soviétique. Mais, en contrepartie, la Fédération de Russie a signé, notamment avec l'Ukraine, un premier accord bilatéral par lequel, je cite de mémoire, elle garantissait le respect de la souveraineté de l'Ukraine, de son intégrité territoriale dans ses frontières existantes, et la Fédération de Russie prenait par ce premier accord l'engagement de ne pas exercer de pression économique ou politique ou de menace de recours à la force contre l'Ukraine pour contraindre la nouvelle République à modifier ses orientations politiques. Donc ça, tout cet arsenal nucléaire est rendu. Premier point. Deuxième accord important, 1997. Dans l'héritage de l'URSS en Ukraine, il restait à Sébastopol, en Crimée. La Crimée était à l'Ukraine à l'époque. Il restait la flotte soviétique de la mer Noire. Environ 130 bâtiments, de grosses unités et de plus petites. Accord bilatéral russo-ukrainien sur le partage de cette flotte. Et là, la Russie a pris la part la plus importante. Environ 100 bâtiments vont à la flotte russe et une vingtaine ou peut-être vingtaine ou 30, les moins beaux, les plus petits, les plus anciens, vont à la marine ukrainienne. Cet accord de 1997, là aussi, voit la Russie reprendre l'engagement de respect de la souveraineté de l'Ukraine, de son intégrité territoriale dans ses frontières, et l'engagement renouvelé par la Russie de ne pas exercer de pression politique, économique ou d'usage de la force pour contraindre l'Ukraine à modifier sa politique. Troisième accord, 2010. Là, l'Ukraine s'est dotée d'un président qui est plutôt pro-russe, il s'appelle Yanukovych, et il veut obtenir du gaz russe pour l'Ukraine, mais à un prix baissé d'environ 30%. Et quelle est la contrepartie que Moscou lui demande? Moscou, c'est à l'époque le président Medvedev, mais le Premier ministre est Poutine. Donc tous les deux demandent à Yanukovych quoi? Eh bien, de prolonger l'accord la durée de l'accord russo-ukrainien qui autorise le stationnement contractuel de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol, mais aussi des 25 000 militaires, marins, aviateurs et soldats d'infanterie qui sont stationnés par contrat sur le territoire de la Crimée ukrainienne. Et Yanukovych prolonge la durée de ce stationnement qui devait prendre fin en 2017. Il avait été conclu en 1997. Yanukovych le prolonge jusqu'en 2042. Donc vous voyez que d'un point de vue de sécurité, l'Ukraine ne menace en rien la Fédération de Russie. Elle a rendu les armes nucléaires, elle a donné l'essentiel de la flotte, elle autorise le stationnement d'un important contingent, 25 000 hommes, en Crimée autour de cette flotte. Donc il n'y a aucune menace en termes de sécurité émanant de l'Ukraine. Et ça, malgré ça, Poutine dit « je veux démilitariser ». Mais il se moque de qui? Il faut se souvenir que le différentiel de puissance entre l'armée de la Fédération de Russie et la petite armée ukrainienne en voie de création,
ce différentiel de puissance, il est de 1 à 20. Dans le meilleur des cas, l'armée ukrainienne, nouvelle version, peut avoir 300 000 soldats et marins, alors que l'armée de la Fédération de Russie peut en avoir 960 000 minimum. Donc, hein, où est la menace? Il n'y en a pas. Mais Poutine continue à prétendre qu'il y en a une. Ça, c'est pour démilitariser. Il se moque. Il aurait dû commencer par démilitariser du côté russe avant d'exiger quoi que ce soit du côté ukrainien. Dénazifier. Alors là, on est surpris de l'entendre évoquer cet autre objectif. Dénazifier, mais attendez, il n'y a pas de nazis en Ukraine. Le pouvoir ukrainien n'est pas un pouvoir nazi. C'est un pouvoir régulièrement, démocratiquement élu depuis 1991, avec une alternance respectée, c'est tous les 5 ans, ou 4 ans. Mais par contre, en Russie, on voit quoi? Depuis qu'il a été élu président de la Fédération de Russie en 2000, combien il y a eu de présidents russes? Il y en a eu 2, Poutine et Medvedev. Medvedev qui a été président de 2008 à 2012 afin d'occuper le fauteuil présidentiel et le garder au chaud pour Poutine, qui, après avoir fait 2 mandats, la constitution russe ne lui permettait pas d'en faire un 3e consécutivement. Donc il y a eu cet intermède Medvedev. Et en 2012, Poutine a été réélu pour 2 mandats. Et maintenant, il a fait transformer la constitution de la Fédération de Russie pour s'assurer de rester au pouvoir jusqu'en 2036. Alors que de l'autre côté, en Ukraine, on vote régulièrement et qu'il y a eu 5 présidents. Kravchuk, le premier, ensuite Kuchma, qui a fait 2 mandats, ensuite Yushchenko, ensuite Yanukovych, et enfin Poroshenko en 2014, et maintenant un 6e, président Zelensky. Mais eux, ils ont été élus régulièrement. Ce n'est pas le cas en Russie. Alors, dénazifier. Pourquoi est-ce que Poutine insiste sur cette accusation? D'après lui, le pouvoir à Kiev serait un pouvoir fasciste et nazi, inspiré par les États-Unis, ajoute-t-il. Alors, il y a 2 raisons pour cela. Ça vient, d'une part, de l'importance du récit historique soviétique d'abord et russe maintenant à propos de la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez qu'en Russie, on ne parle pas de Deuxième Guerre mondiale, on dit la Grande Guerre patriotique. Grande Guerre patriotique. Mais on oublie de préciser que pour l'Union soviétique, cette Grande Guerre patriotique, elle a commencé le 26 juin 1941, quand l'Allemagne nazie a attaqué l'URSS. Mais du 23 août 1939 au 24 juin 1941, mais il y avait le pacte Ribbentrop-Molotov, et la Russie de Staline était l'allié de l'Allemagne d'Hitler. Et ces 2 alliés se sont très bien entendus pour attaquer la Pologne, la dépecer, et en plus, les Soviétiques ont tué environ 22 000 Polonais autour de Katyn. Vous vous souvenez de ce nom? Donc, pour la Fédération de Russie, ça n'est que la Grande Guerre patriotique, mais elle a commencé en 1941. Ça a amené un de mes prédécesseurs ambassadeurs dire en son temps au patriarche de l'Église orthodoxe de Moscou, l'actuel Kirill, oui, cette Deuxième Guerre mondiale, nous l'avons terminée ensemble, mais on ne l'avait pas commencé ensemble, évidemment. On était de l'autre côté. Mais alors, ça c'est la première raison, le poids de cette guerre contre l'Allemagne nazie. Et il est vrai que c'est un poids très lourd payé par l'Union soviétique. Il y a plus de 22 millions de Soviétiques qui sont morts pendant cette Deuxième Guerre mondiale contre l'Allemagne nazie. Mais ce que Poutine ne dit pas, c'est que dans le nombre de ces 22 millions de soldats soviétiques, il y avait 8,6 millions d'Ukrainiens qui servaient dans l'armée rouge. Ils n'étaient pas nazis, ceux-là, ils combattaient le nazisme. Alors pourquoi Poutine insulte le pouvoir de Kiev en disant c'est un pouvoir nazi?
Ça revient à 2014, quand Poutine a annexé la Crimée ukrainienne et pour la rattacher à la Fédération de Russie. Là, les Ukrainiens se sont défendus, et c'est bien normal. On les attaque, on leur prend une partie de leur territoire, ils ne vont pas se laisser faire. Mais l'armée ukrainienne était en nombre faible en Crimée par rapport aux 25 000 soviétiques qui stationnaient là par contrat. Ils n'ont pas bougé de leur caserne et le coup a été fait pratiquement sans tirer un coup de fusil. Par contre, lorsque le peuple ukrainien a fait la révolution contre son président pro-Moscou, Yanukovych, pourquoi ils ont fait cette révolution? Yanukovych avait tenté toujours de cultiver l'ambiguïté en disant je me rapproche de Moscou parce qu'il faut acheter le gaz bon marché, mais je me rapproche aussi de l'Union européenne parce que la population ukrainienne le souhaitait. Et il avait donc fait négocier un accord d'association avec l'Union européenne qui devait être signé fin 2013. Il était prêt. Mais fin 2013, sous la pression de Moscou, Poutine et Medvedev, Yanukovych a décidé de ne pas signer cet accord. Ça a rendu la population ukrainienne furieuse. Elle a commencé à Kiev, mais les gens venaient de toutes les villes d'Ukraine, ce qu'ils ont appelé la révolution de Maïdan en 2014, janvier-février 2014. Yanukovych n'a su faire donner que la répression. Il a fait donner sa police qui a tiré dans les manifestants. Il y a eu plus de 100 morts, ce que maintenant à Kiev on appelle la centurie céleste. Et la révolution s'est enflammée. Le Parlement ukrainien, la Rada, a voté la destitution du président Yanukovych. C'est dans les textes constitutionnels ukrainiens. Il fait tirer sur son peuple, le Parlement le destitue. Et puis Yanukovych a été exfiltré par hélicoptère et probablement par les Russes vers Rostov-sur-le-Don. Il a quitté l'Ukraine comme ça. Ensuite, donc Moscou a immédiatement réagi à ça en disant « Mais vous voyez, c'est un coup d'État illégal. » Mais ce n'est pas un coup d'État illégal. Yanukovych a été destitué et ensuite les procédures constitutionnelles prévues dans le texte constitutionnel ukrainien ont été appliquées, c'est-à-dire que le président du Parlement, le président de la Rada, est devenu, comme c'est prévu dans la Constitution, le chef d'État intérimaire avec une seule obligation, celle de préparer la future élection présidentielle, ce qu'il a fait. Il s'appelait M. Turchinov, il a préparé ça, donc de février à mai 2014, et en mai-juin 2014, il y a eu les 2 tours d'élection présidentielle légalement organisés et qui ont élu comme nouveau président Petro Poroshenko, qui lui a fait donner ce qu'il avait d'armée ukrainienne contre le putsch qu'avait fait Moscou sur le territoire du Donbass, en prétendant que c'était une insurrection populaire contre Kiev. Ce n'était pas une insurrection populaire contre Kiev, c'était un coup préparé et monté depuis Moscou, puisque les premiers dirigeants de cette soi-disant insurrection venaient de Moscou, c'était des agents des services secrets du FSB, que Poutine avait dirigé avant, et notamment Girkin, vous avez peut-être entendu son nom, hein, mais il y en a eu d'autres. Et de 2014 à 2022, l'Ukraine est en guerre. Elle est attaquée au Donbass par la Russie. Par contre, Moscou prétend, non, c'est pas une guerre, c'est une insurrection populaire contre Kiev, mais en réalité, les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk, elles n'avaient pas d'armée, c'est l'armée russe qui est venue combattre pour elles, qui a amené ses équipements, et vous vous souvenez de quel usage ils ont fait, quel a été l'usage fait aussi de ces équipements venus de Russie sur le territoire du Donbass, donc de l'Ukraine. En mai, c'était 2017, si j'ai bonne mémoire,
ils ont abattu un avion de ligne, la compagnie Malaysian Airlines, 298 victimes, avec un poste d'artillerie sol-air qui était venu de Russie et qui, une fois son mauvais coup fait, est reparti en Russie. Et cette guerre au Donbass, elle continue. Et c'est ces gens-là que Poutine prétend défendre parce qu'ils seraient menacés de génocide. Il n'y a pas de génocide. Ils attaquent un pays, l'Ukraine. L'Ukraine se défend parce qu'elle est attaquée et Moscou ne le supporte pas. Alors, Poutine dit 2014, ce n'est pas une révolution de la dignité, comme le disent les Ukrainiens, c'est un coup d'État illégal. Et le président, pour lui, légal, serait toujours Yanukovych. Et il veut donc faire la guerre à l'Ukraine pour renverser ce soi-disant coup d'État illégal. Et c'est pour ça qu'il traite le pouvoir de Kiev de nazis, mais il n'y a pas du tout de nazis en Ukraine. Il y a eu 2 groupes nazis au début de l'indépendance ukrainienne, dans l'Ouest, c'est vrai. Un parti qui s'appelait Svoboda, Liberté, et un autre qui a été très visible, lui, à partir de 2014, pour la révolution de Maïdan, et ensuite le combat au Donbass, s'appelait le secteur droit, Pravi Sector. Et secteur droit, soutenu d'ailleurs par des oligarques ukrainiens, et notamment Kolomoïski qui payait, a été un peu en 2014 le début de la résistance armée ukrainienne contre l'agression russe au Donbass. Ces gens-là, Svoboda et Pravi Sector, avaient une idéologie extrême droite. On ne peut pas le nier, je ne le nie pas. Mais ils ont présenté des candidats à l'élection présidentielle de mai-juin 2014. Et ces candidats ont fait respectivement 0,8% et 1,8% des suffrages exprimés. C'est rien du tout. Depuis, ils ont été à peine capables, surtout Pravi Sector, de faire élire 6 députés en 2014 au Parlement ukrainien, à la Rada. Mais en face, à Moscou, qu'est-ce qu'on voit ? Il y a des mouvements d'extrême droite qui ont vraiment pignon sur rue, qui sont encouragés par le parti majoritaire Russie Unie de Vladimir Poutine, et ils ont 35 députés à la Douma. C'est le parti, il y a 3 semaines maintenant, on vient d'annoncer le décès de son chef, mais vous avez entendu le nom de Zhirinovsky, le parti dit libéral-démocrate. Mais il y en avait d'autres, des mouvements d'extrême droite et quasi nazillons en Russie. Vous avez entendu parler de Limonov, par exemple. Donc, à Moscou, ils sont au Parlement. À Kiev, ils y sont à peine. Et pourtant, Moscou traite le pouvoir ukrainien de nazi. Là aussi, c'est se moquer. Alors, dénazifier, c'est dit. Maintenant, restructurer. Mais qu'est-ce qu'il veut restructurer en Ukraine, Poutine ? Depuis qu'elle est indépendante, et sous tous ces présidents dont j'ai rappelé les noms, l'Ukraine a fait quoi ? Elle a tenté de se développer démocratiquement, politiquement, économiquement et militairement. En bref, ils ont construit leur État. Parce que dans la longue histoire de l'Empire tsariste, l'Ukraine existait, mais s'est toujours vu nier le droit à une existence étatique. Il y avait notamment un État cosaque qui existait, 18e, 18e siècle. C'est l'impératrice de Russie, Catherine II, qui a mis fin en supprimant ses privilèges. Mais si on remonte bien avant, au 9e siècle, il y a eu la Russie kievienne, enfin la Rousse kievienne, pas la Russie kievienne. Kiev était la plus grande métropole de la région. Quand Kiev avait 40 000 habitants, Moscou n'existait pas encore. Moscou a commencé à exister en 1236, un petit après, mais c'était un village. Et ce n'est qu'au XVIe, XVIIe siècle, quand les grands-ducs de Moscou, par conquête sur les villes et les principautés voisines, ont pu commencer à construire leur grand-duché, qu'il y a eu l'amorce de ce qui a été plus tard l'Empire tsariste. Mais c'est pas vrai de prétendre, comme le dit Poutine, que Kiev
est la mère des villes russes. Non, Kiev, c'était une ville la plus grande à l'époque, mais ce n'était pas de l'Empire russe. C'était un État qui avait été fondé par des Scandinaves, par les Varegs, et qui avait régné sur la région jusqu'au moment où tout le monde avait été mis d'accord par les Mongols et les Tatars, qui, venus d'Asie centrale, avaient brûlé le village de Moscou en 1238, pris et incendié Kiev en 1240. Donc vous voyez, ce n'est pas l'histoire. Kiev a toujours été en Russie, l'Ukraine n'a jamais eu d'État. C'est faux, c'est complètement faux. Mais Poutine le prétend. Et c'est d'autant plus faux que sous l'Empire tsariste, il y a eu une forte politique de russification tout le temps. Quand la Russie conquiert un territoire, elle ne sait faire que ça, c'est la russification. Mais il y a eu surtout, cette russification se doublait d'une répression de la langue et de la littérature ukrainienne. Le principal poète au XIXe siècle pour l'ukrainien se nomme Taras Shevchenko. Bon, lui, il a été condamné, comme, alors à l'époque c'était nationalisme, hein, il a été condamné à être déporté dans un désert du Kazakhstan parce qu'il écrivait en ukrainien, il voulait parler ukrainien, alors qu'il y avait plusieurs décrets des ministres de l'éducation du tsar, notamment deux en 1863, qui interdisaient l'enseignement et la publication en ukrainien. Et quand Shevchenko a été condamné, le tsar, de sa main, a porté sur la copie de son jugement de déportation, a déporté avec interdiction d'écrire et de peindre, parce qu'il était poète, mais il était aussi artiste peintre. Heureusement qu'on a pu garder ses œuvres. La principale œuvre poétique qui crée un petit peu le début de la littérature ukrainienne moderne, c'est son Kobzar. C'est un gros volume de vers. Kobzar, c'est l'aide, parce que la kobza, c'est un instrument comme une sorte de harpe portable dont les aèdes ukrainiens se servaient pour accompagner le récit des légendes ukrainiennes qu'ils colportaient ici ou là. Donc, vous voyez, là, il y a un heurt de récit historique. Du côté ukrainien, il y a Taras Shevchenko. Du côté russe, pour la même époque, il y a Gogol et ses nouvelles ukrainiennes, les soirées du hameau de Dikanka. Mais la différence, c'est que Shevchenko exprime une existence littéraire et artistique et étatique ukrainienne sur le développement, alors que les récits de Gogol sont plutôt la nostalgie d'une réalité ukrainienne que Gogol, qui écrivait en russe, estimait en train de s'étioler. Parce qu'il y avait cette répression russe et cette interdiction d'enseigner et de publier en ukrainien. Donc voilà un peu ces conflits de choses, de récits historiques et littéraires et tout. Monsieur Faure, on est arrivé à la première demi-heure. Bon. Je vous interromps. On va passer à des questions sur ce que vous avez dit. Vous avez surtout essayé d'expliquer les motifs qui sont apportés par Poutine et son gouvernement pour faire cette guerre. Maintenant, il y a quand même encore peut-être des questions. Moi, j'en ai une. Il y a un motif qui se retrouve beaucoup dans notre presse, c'est celui de dire que le responsable, et les Russes le disent aussi, le responsable, ce serait l'OTAN. C'est-à-dire, avec la chute du mur de Berlin, l'OTAN a permis à des pays d'Europe orientale d'intégrer l'OTAN et la possibilité de l'Ukraine aussi de l'intégrer, et que ce serait un motif pour la Russie d'intervenir avant, de dire non, là vous avez surpassé une ligne rouge, on n'acceptera pas que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN. Ça, c'est une des raisons qui est aussi avancée. Et j'aurais aussi une question sur, vous avez bien dit que depuis 2015 à aujourd'hui, il y a la guerre en fait en Ukraine, bien qu'ici ça ne soit pas passé comme ça. Alors ma question c'est, en 8 ans, il y a eu quand même des efforts diplomatiques, je pense
au format Normandie, et je pense aussi aux réunions à Minsk qui ont essayé de résoudre le problème. Pourquoi ils ne sont pas réussis, ces efforts diplomatiques? Ça, c'est mes deux questions. Mais dans la salle, vous avez aussi le droit et la possibilité de poser des questions. Voilà. Mais avec le micro, on va le faire. Moi, j'ai là, malgré mon âge avancé, la voix assez forte, je l'espère, tout le monde m'entend? Oui. Est-ce que c'est bon? Tournez le micro. Voilà, allez-y. Tout le monde au Luxembourg n'est pas en français, non? Il y a un discours, je m'attendais, uniquement, exclusivement pro-ukrainien. Il manque un peu la voix pro-russe, qui pourrait nuancer un peu les propos de l'ambassadeur, l'ancien ambassadeur. Juste, j'ai un peu avec le retard, j'ai raté le début de votre discours. J'étais très inquiet, je pensais qu'il y aurait plus de place dans une grande salle. Mais cette petite salle et un peu qui applique, c'est très décevant. Parce que le sujet est d'un très grand intérêt. Il y a eu 22 millions de Russes tués, vous avez dit, dans peut-être 26, 30. On ne sait pas exactement, donc vous n'avez pas mentionné les plus d'1 million de soldats russes qui sont morts de faim dans des camps allemands, les commissaires politiques, plusieurs dizaines de milliers, et les 8 millions d'Ukrainiens. Mais vous avez oublié de mentionner les Ukrainiens, surtout de l'ouest de l'Ukraine, qui étaient les meilleurs aides volontaires dans l'extermination des Juifs, surtout en Ukraine. Il ne faut pas les oublier quand même. Alors que Lemberg était surtout une ville juive. Le Maïdan, oui, bien sûr. Mais vous avez oublié de mentionner le rôle des Américains, qui n'est pas très clair. Le rôle de McCain, le feu McCain. Mais quand même, ne pas l'oublier, même si on ne peut pas dire des choses très, très certaines, c'est pas, je vous cite partout l'État illégal, c'est pas aussi clair. Il n'y a pas de nazis en Ukraine. Vous avez fait référence aux élections présidentielles 2014. Par chance, j'étais un des 6 ou 7 observateurs des élections occidentaux. Les autres étaient quelques anciens ministres des Affaires étrangères occidentaux, 2 anciens membres de la Commission européenne, de l'Union européenne. Mais j'ai un peu vu ce qui se passait, Swoboda, minimiser un peu le rôle de Swoboda dans la politique ancienne et actuelle. Swoboda est beaucoup plus important que vous le dites, beaucoup plus que 1,2%. Il joue un rôle encore aujourd'hui très important dans au moins la mentalité. Voilà. Vous voulez faire... C'est pour la faire là. Je ne sais pas ce que vous faites, madame. Non, mais je vous en prie. Je crois que j'ai compris votre intervention. Maintenant, je vais répondre à votre... Monsieur, le temps... Alors... Ça me dérange. Mais l'ambassadeur a un discours anti-russe pendant... Moi, je ne suis pas un agent des Russes. Voilà. En tout cas, j'ai trois questions auxquelles il faut répondre. Voilà, ça c'est du sabotage. Voilà, je vous prie, s'il vous plaît. Non, vous arrêtez maintenant. Oui. Parce que le festival des immigrations, c'est des traditionnels plutôt quelque chose. Bon, maintenant, je vais... Oui, attendez, on va répondre à votre question. Vous avez tout dit. Moi, je suis un dissident. Moi, je suis un anarchiste. Je ne suis pas pour russe pour Comment le fait-elle? Oui, vous avez dit. Néanmoins,
S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, vous arrêtez, vous avez dit maintenant 5 fois la même chose. Bon. Alors la première question, le rôle de l'OTAN. Alors là, bon, c'est vraiment du côté de la propagande russe. Il faut simplement rappeler 45, 91. Nous avons un monde bipolaire où il y a d'un côté les États-Unis, de l'autre côté l'Union soviétique. Bon. Et l'Union soviétique et les États-Unis se sont l'un et l'autre trouvés très bien de ce monde bipolaire parce que chacun dans son camp, il régentait tout. Hein, le camp américain, là, il fallait être assez pro-américain et aligné. On a eu en France le général de Gaulle qui a rompu avec ça. Dans le camp soviétique, il y avait ce que Brejnev a très bien théorisé, la souveraineté limitée, c'est-à-dire que les États qui étaient membres de ce que la Russie avait créé autour du pacte de Varsovie n'étaient pas libres de choisir leurs orientations politiques à la fois intérieures, il fallait être aligné sur Moscou, ni évidemment relations internationales, on était dans le camp socialiste et pas dans l'autre. 91, ce monde bipolaire disparaît et pendant une dizaine d'années, les États-Unis d'Amérique, sans trop le formaliser initialement, mais se sont comportés comme s'ils étaient la seule grande puissance. Ce qu'un ministre français des Affaires étrangères a résumé du terme de l'hyperpuissance américaine. Et puis, après cela, quand les 16 républiques qui faisaient l'Union soviétique sont devenues indépendantes, bon, Moscou a fait sa politique, mais les 15 autres, elles ont voulu faire la leur. Et qu'est-ce qu'elles ont fait en général ? Elles ont commencé à diminuer leur dépendance économique vis-à-vis de la Russie, parce qu'au début, elles faisaient l'essentiel de leurs échanges avec la Russie. Elles sortaient toutes du même marché de l'URSS. Et petit à petit, elles se sont mises à regarder du côté de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique, mais aussi de l'Asie, du Moyen-Orient. Bref, elles ont eu leurs propres orientations, ce qui a fortement déplu à Vladimir Poutine. Lui, sa politique, c'est de rassembler tous ces États qui, jadis, ont été dans l'Union soviétique et pour certains d'entre eux avant dans l'Empire tsariste. Il veut les réunir autour de la Fédération de Russie parce qu'il se conçoit, lui, dans son rôle historique, un peu comme, entre guillemets, le rassembleur des terres russes qu'a pu être Pierre le Grand à son époque et qu'a été Joseph Staline pendant et après la Deuxième Guerre mondiale. Mais il n'y a jamais eu de traité signé par l'OTAN ou par les États membres de l'OTAN pour promettre à la Russie que l'OTAN ne s'élargirait pas à l'Est. Est-ce qu'il a eu cet accord? Il n'y en a pas. Cette promesse a été donnée oralement? Il n'y en a pas eu. Elle a été donnée oralement, oui ou non? Non. Parce qu'il y a beaucoup de gens Non. qui étaient là. Il y a eu non. Ouais, d'abord, il n'était pas là parce que le seul moment où quelque chose d'oral a été dit, c'était entre James Baker et le ministre russe des Affaires étrangères de l'époque. Vous étiez là à ce moment-là? Moi, je n'étais pas, mais vous savez pas. non, si, je le sais parce que j'ai lu les mémoires et de Lavrov et de Baker. Donc il n'y a pas eu de texte écrit, ça il n'y en a pas. Et par contre, au nom de... Ce texte, il est là et on peut le publier. Il n'y en a pas, je vous dis, il n'y a pas de texte écrit. Il n'y en a pas, non. Et par contre, au nom de quoi, je vous en prie, au nom de quoi est-ce que les États-Unis d'Amérique d'une part et nos États d'Europe occidentale, membres de l'OTAN, diraient non à ceux des États sortis du camp socialiste qui veulent rejoindre l'OTAN pour assurer leur sécurité parce qu'ils ont eu quand même 70 ou 80 ans d'expérience de domination soviétique et ils ne veulent pas que ça recommence. Est-ce qu'il faut que je vous recite les Hongrois, les Allemands de l'Est de 53, les Hongrois de 56, les Tchèques de 68 et on va même aller jusqu'aux Afghans. Hein? Oui, mais on peut pas nous
parce qu'on est des États de droit et des États démocrates, on ne peut pas interdire à ceux qui veulent chercher une protection du côté de l'OTAN de la prendre. Par contre, Moscou peut toujours veut toujours l'interdire. Et pourquoi? Parce que la mentalité de Poutine, qui prétend que l'Union soviétique et lui ont changé, c'est pas vrai. C'est exactement celle qu'avait Léonid Brejnev, la souveraineté limitée. C'est ça. Et quand l'OTAN a proposé à la Russie des associations, on a fait plusieurs propositions à la Russie, un partenariat OTAN-Russie, plus un conseil de coopération OTAN-Russie, et ça a été créé, et les Russes y ont participé. L'OTAN, ce n'est pas une unité économique, c'est une unité militaire. Militaire. Il s'agissait de la sécurité en Europe, hein, c'est ça. Bon, quand on a proposé ça, on l'a proposé aux Russes, ils sont venus, et au bout de quelques temps, ils ont dit non, non, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que leur état d'esprit, c'est toujours, quand il s'agit de négocier des difficultés politiques, économiques, militaires, de sécurité et autres, leur état d'esprit est toujours le même, c'est-à-dire celui-ci, ce que les Russes m'ont dit dans les négociations, ce qui est à nous, nous Russes, et ce qui est à vous, occidentaux, est négociable. Voilà comment ils ont abordé ces problèmes, et il n'y a pas eu d'entente. Du coup, les États ex-camps socialistes, depuis 1999 et jusqu'à 2004, ils ont tous adhéré à l'OTAN pour leur propre sécurité. Et je vais même ajouter, quitte à choquer beaucoup, vous et d'autres, je pense que nous avons, nous, Français et Allemands, commis une erreur en 2008, lorsque la Géorgie, qui avait pourtant été attaquée par la Russie juste avant, et l'Ukraine, ont présenté une candidature pour se rapprocher de l'OTAN. Nous avons dit non, et peut-être que si on leur avait dit oui à l'époque, il n'y aurait peut-être pas cette guerre absolument honteuse que la Russie fait à l'Ukraine. Voilà sur l'OTAN, ce que je peux J'ai une répondre. autre question. Vous avez utilisé le terme oligarche. Oui, oui. Vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire exactement? Oligarques, ce sont des gens à la fois en Russie, enfin ex-Union soviétique, Russie, mais aussi il y en a en Ukraine, qui ont profité des politiques de privatisation de l'économie soviétique, ou russe ou ukrainienne, avec l'appui des pouvoirs en place, alors en Russie avec l'appui de Poutine, mais en Ukraine avec l'appui des présidents Kouchma notamment, pour s'attribuer de manière rapide et facile les actions qui avaient été mises en vente pour les anciennes industries. Comment ils ont fait pour se les attribuer? Tout simplement que... Non, pas du tout. Un tour de passe-passe qui était très bien fait, à la fois en Russie, en Ukraine. On a dit, tiens, tous ces complexes industriels, là, c'est la propriété de tout le monde. Donc, on met sur le marché des millions d'actions. Par contre, c'était fait au moment où, et en Russie et en Ukraine, le niveau de vie de la population était tombé à rien du tout. Il y avait presque plus de circulation monétaire. Et bien, ceux qui avaient un petit peu de cash et qui étaient comme par hasard les gens sortis des partis communistes, ont dit, mais on vous rachète vos actions, à vous, à tous. Comme ça, vous avez un peu de monnaie pour acheter vos produits de première nécessité. Et moi, en quelques nuits, je deviens propriétaire de plusieurs aciéries, de mines, d'industries, etc., etc. Et même de grandes exploitations agricoles, puisqu'il y avait, vous vous souvenez, le système des kolkhozes et des sovkhozes. Ça s'est fait comme ça. On s'éloigne un peu de notre titre. Quelle politique de paix de l'Europe? J'y reviens, mais pour les oligarques côté russe, ceux qui servent Poutine actuellement et qui sont frappés par les sanctions occidentales, Poutine, il les a bien sélectionnés. Il vient lui-même du FSB, ex-KGB. Il n'a pris que des gens du FSB. Il les a enrichis, parce que c'est aussi sa façon. Lui, il s'est enrichi aussi de la même manière. Il les a enrichis parce que c'est aussi la façon qu'il a trouvé d'acheter leur fidélité. Et maintenant, il les contrôle. Le seul oligarque en Russie qui a essayé de ne pas obéir à l'injonction de Poutine, vous vous occupez d'économie et de vos fortunes, mais vous ne vous mêlez pas de politique, c'est en 2003 Khodorkovsky,
qui avait privatisé la grande firme de pétrole Yukos, qui a été privé de sa privatisation et qui a fait 10 ans de goulag. Voilà. J'en reviens de nouveau à la question que je vous ai posée. 8 ans de diplomatie pour ne pas arriver à stopper la guerre. Au contraire, c'est devenu encore plus pire. Alors, est-ce que la diplomatie, elle sert à quelque chose et pourquoi ça ne marche pas? Je ne vais certainement pas vous dire que la diplomatie ne servirait à rien, c'est pas vrai. La diplomatie, c'est d'abord, souvent et presque avant tout, la nécessité et l'obligation de parler à son adversaire ou à son ennemi. Parce que quand tout va bien, on n'a pas vraiment besoin de ce que les diplomates essayent de régler les problèmes. Quand tout va bien, les chefs d'État se téléphonent, ils sont d'accord et ça avance. Quand ça ne va pas, oui, le rôle des diplomates est absolument utile et je dirais même irremplaçable. Alors pourquoi ça n'a pas marché dans ces 8 ans de guerre que la Russie fait à l'Ukraine? On a eu 2 accords en 2014 et en 2005, tous les deux signés à Minsk, accord de Minsk. Ils prévoyaient quoi? Ils prévoyaient les possibilités d'un règlement négocié de la guerre au Donbass, commencée par les Russes. Mais évidemment, quand il y a un conflit, les 2 parties ont des thèses différentes qui ne concordent pas tout le temps. Mais les 3 dispositions essentielles de ces accords, c'était quoi? C'était obtenir un cessez-le-feu par d'abord retrait des armes lourdes à une certaine distance du lieu des affrontements. Deuxièmement, pour aller vers une solution négociée complète, il fallait qu'il y ait des élections libres et surveillées internationalement dans les 2 républiques séparatistes de Donetsk et de Lugansk, surveillées par l'OSCE, la mission dont parlait monsieur et dont j'ai été témoin des ambassadeurs, dirigeait une équipe de 640 personnes. Mais les Russes n'ont jamais voulu que ces élections sous contrôle international soient librement faites. Ils ont voulu toujours organiser les élections comme ils les ont organisées quand ils ont pris la Crimée, c'est-à-dire seuls ont le droit d'être candidats ceux qui crient « Vive la Russie, vive Poutine », et le scrutin se fait devant les soldats et sous leur mitraillette, mais pas sous supervision, je l'ai vu, vécu, et pas sous supervision internationale. Et l'OSCE avait envoyé des observateurs pour le Donbass. Ils n'ont jamais pu aller sur la totalité du territoire contesté, parce que l'armée russe s'y est opposée. Ne plaisantez pas comme ça, monsieur. Je vous dirais que parmi les observateurs de l'OSCE au Donbass, il y a même eu des morts. Hein, ils sont fait tirer dessus. Donc, ne plaisantez pas, je vous prie. Voilà. Donc, et alors, le troisième point qui était important, il fallait que le Parlement ukrainien, à Kiev, établisse un statut particulier pour les 2 entités séparatistes de Donetsk et de Lugansk. Alors, c'était déjà difficile à accepter pour un gouvernement indépendant, parce que ça veut dire vous n'allez pas être complètement souverain dans votre Parlement. Il y aura deux entités qui ne sont pas à vous, qui vont devoir siéger là et qui vont prétendre influencer vos politiques. C'était dur à avaler, mais eux, ils pouvaient accepter de le faire uniquement si les Russes laissaient faire les élections libres dans les 2 territoires. Comme les Russes ne l'ont jamais fait, il n'y a pas eu de statut. Voilà. Et donc, l'OSCE continue à observer de loin les affrontements, mais n'a pas pu régler ce problème. Et de toute façon, Moscou ne voulait pas le régler, puisqu'il faisait venir constamment des hommes et du matériel depuis le territoire de la Russie pour faire la guerre au Donbass. Maintenant, on a les sanctions. L'Europe, les États-Unis disent qu'avec des sanctions, on va amener la Russie à se retirer, à arrêter la guerre. Est-ce que c'est un autre moyen qui ne va pas fonctionner selon vous? Les États-Unis ont, dès le départ de cette agression russe, dit qu'ils ne feraient pas la guerre. Le président Biden a été très clair, il n'y aura pas de soldats américains engagés là-dedans. Bon. Les sanctions
Bon, ben, elles sont acceptées, elles sont décidées et par les États-Unis, mais aussi par l'Union européenne, la Commission et les États membres. Vous savez qu'on est maintenant, dans cette semaine, va être finalisé le 6e train de sanctions contre la Russie. Ces sanctions, elles sont de 3 ordres généraux. Elles visent les personnalités politiques qui ont participé, voté la reconnaissance, par exemple, des entités séparatistes de Donetsk et de Lugansk, qui ont voté le début de la guerre et qui votent la continuité de la guerre contre l'Ukraine. Ça a mis ça à 6 trains de sanctions maintenant, mais ça aboutit à un résultat jamais vu. C'est que la Russie est maintenant le seul État au monde dont l'ensemble du personnel politique dirigeant est sous sanction. Non seulement Poutine, ses ministres, ces gars du FSB, ses oligarques, mais tous les députés de la Douma, tous les membres du Conseil de la Fédération de Russie et tous les oligarques dont on a parlé, ça, ils sont tous sous sanction. C'est énorme comme chiffre maintenant de gens sous sanction. Deuxième catégorie de sanctions, c'est en fait de ralentir et maintenant d'essayer d'interdire le commerce avec la Russie et notamment le commerce des éléments qui sont absolument nécessaires pour que fonctionne l'industrie militaire russe, par exemple celle qui fabrique ses missiles ou ses obus, etc. Ils vont être de plus en plus privés des composants électroniques et des matières premières qui leur sont nécessaires. Ils pourront les trouver sur d'autres marchés que les marchés de l'Europe occidentale, des États-Unis et d'un certain nombre d'États asiatiques comme le Japon, comme Singapour, comme la Corée du Sud, qui ont adopté ces sanctions eux aussi. Et la chose remarquable, à la fois industriellement et sur le plan financier et bancaire, c'est que la Suisse a aussi adopté ces sanctions. Elle suit les sanctions de l'Union européenne, ce qui est quand même rarissime chez eux. Souvenons-nous qu'en 1933, le secret bancaire a été instauré en Suisse, justement parce qu'ils voulaient pouvoir continuer à financer le Reich allemand. Donc ça, c'est à la fois sanctions industrielles et bancaires et financières. Et les troisièmes, c'est tout ce qui touche plutôt à la grande distribution, les médicaments, etc. Ça, c'est frappé aussi petit à petit. Pour l'instant, l'effet de ces sanctions n'est pas trop perceptible sur le marché russe. Il y a eu une fluctuation du rouble qui a beaucoup chuté au début des sanctions et qui est revenu à peu près à son niveau d'avant le déclenchement de la guerre. Pourquoi ? Parce que dans les sanctions, on fait très attention côté occidental à maintenir un certain nombre d'exceptions dont nous avons besoin, et elles concernent les hydrocarbures, le gaz et le pétrole russe, parce qu'il y a un certain nombre d'États de l'Union européenne qui sont très tributaires de ces fournitures. Ça va de 100% pour la Finlande à 20% pour la France, mais en passant par 55% pour l'Allemagne et l'Autriche. Et puis, il y a des pays qui ne peuvent pas se débrouiller sans ça, notamment la Bulgarie et la Slovaquie, qu'on va alimenter d'une autre façon. Voilà. Alors, on remarque que ces sanctions, au point de vue mondial, ne sont pas partagées par tous. Même des pays démocratiques comme le Brésil, le Mexique, l'Inde ne soutiennent pas les sanctions et sont même réticents à condamner la Russie. Est-ce qu'on n'est quand même pas seuls, nous les Européens, avec nos sanctions ? Alors, vous avez tout à fait raison. On n'est pas seul, mais on n'a pas tout le monde avec soi. Les BRICS, là, le Brésil, l'Inde, j'ai oublié les deux autres, ils ne se sont pas associés. On le voit aussi au vote à l'Assemblée générale des Nations unies condamnant l'agression russe. Le premier vote, 148 États, le second, 93. Mais pourquoi ? Ces États, ils ont aussi leurs intérêts économiques et de sécurité. Et pour beaucoup d'entre eux, l'industrie russe est un fournisseur d'armement. Par exemple, prenez le cas de l'Inde.
c'est le premier client de l'industrie militaire russe, c'est l'Inde. Ils sont aussi tributaires d'un certain nombre d'hydrocarbures et d'énergie venant de Russie. C'est vrai pour des pays d'Asie. On pense à la Chine, mais ça ne va pas être immédiat, parce qu'il n'y a pas encore le réseau de gazoducs qui va jusqu'à Pékin. Ils sont en train de le construire, mais il faudra 2 ou 3 ans pour que ça fonctionne. J'ai encore une question sur ce que vous avez dit dans la première partie. Vous aviez bien fait comprendre qu'il y a plein de mensonges et des prétextes que Poutine et les militaires, ils avancent pour dire qu'il faut occuper l'Ukraine. J'ai lu aussi, j'ai entendu qu'il y a aussi un motif psychologique, peut-être, d'un Poutine qui est frustré, qui n'arrive pas, par des moyens démocratiques, à vivre avec son grand voisin, l'Ukraine, et que cette frustration, ce motif psychologique, ferait qu'il est furieux et qu'il devient extrême et essaie, avec le militaire, d'aboutir à ce que démocratiquement il n'est pas possible d'avoir. Est-ce il y a cette réflexion aussi à faire? Certainement, je vous l'ai dit, je le répète, Poutine ne croit pas à l'existence d'un État ukrainien, d'une nation ukrainienne, d'un peuple ukrainien et d'une langue ukrainienne. Il dit, il l'a redit là, dans ses interventions de février 2022, mais il l'avait dit l'année dernière déjà aussi, nous sommes Russes, Bélarusses et Ukrainiens, un seul et même peuple, et nous aurions, d'après lui, une seule et même langue, une seule et même culture. On participerait tous du même monde, le monde qu'il chérit, c'est-à-dire le Russki Mir, le monde russe, et il veut, par cette agression, reconquérir ces terres et pour les faire de nouveau entrer dans ce que l'Empire tsariste avait appelé, quand ils ont commencé la conquête du sud-est de l'Ukraine et de la Crimée en 1763 et après, la Novorossiya, la Nouvelle Russie, ces terres qui étaient à peu près vides de population russe, mais qui étaient conquises par les armées russes, et comme toujours dans l'Empire tsariste, avec les bolcheviks, avec Staline et maintenant Poutine, quand on conquiert un morceau de terrain, qu'est-ce qu'on fait? On expulse, on déporte la population qu'on trouve au moment de la conquête, on fait venir des Russes de Russie, et après on dit, mais j'ai des Russes ici, et je suis obligé de les défendre et de les protéger. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième demi-heure, en rappelant que notre thème, c'est bien quelle Europe est-ce que nous, en tant qu'Européens, comment pouvons-nous faire pour avoir une politique qui va vers la paix avec la Russie? Alors, si vous aussi, vous pouvez intégrer dans votre exposé, est-ce que nous, en tant qu'Europe, en tant qu'Union européenne, on est sur le chemin de plus de paix vers la Russie, avec la Russie, ou est-ce qu'on est en train lentement d'entrer dans une guerre aussi avec la Russie? Je sais bien que vos convictions, elles sont très honorables et qu'elles sont de promouvoir et de défendre la paix partout. Ça, c'est très, très honorable. Mais vous savez que dans l'histoire de l'humanité, il y a aussi un point de vue un peu différent qui est bien résumé par les latins. Si vis pacem, para bellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Là, on est un peu dans cette phase en ce moment. Il faut soutenir le combat des Ukrainiens parce que c'est vrai, que ça plaise ou non, mais c'est vrai. Hein, Poutine fait sur le territoire de l'Ukraine la guerre à l'Europe occidentale. Ce sont des sociétés qu'il n'aime pas. Il n'aime pas l'Ukraine parce que, comme les autres républiques, d'ailleurs la Géorgie, tout ça, il ne peut pas supporter qu'une population renvoie un dirigeant qui est corrompu et qui est prédateur. Ça a été le cas pour Yanukovych. Lui, il trouve que ces révolutions dites de couleur ne sont pas des révolutions, que ce sont des coups préparés par la CIA et les États-Unis. C'est faux, il n'y a pas eu besoin des États-Unis pour soulever les Ukrainiens, ni en 2004, ni en 2014. Ils se sont soulevés tout seuls. En analogie, donc ce n'était pas des coups d'État faits par les Américains. Et en Amérique du Sud, les Américains ont aussi établi un coup d'État. Oui, mais ça ce n'est pas la question qu'on a aujourd'hui. Là, vous entrez.
Vous, Non, c'est pas notre thème. vous entrez dans le raisonnement de Poutine, mais non. Ils sont gentils, Mais et ils les sont Russes pas- sont les stupides toujours. Oui, Les mais- Américains sont les intelligents, les Russes sont les stupides, hein, Ouais. et nous sommes du côté des Américains. Où nous est sommes les quand- bons. où Les est- Américains, ils ont perdu. Où et 156 quand avez-vous soldats dans la entendu Deuxième Guerre mondiale, traiter les Russes de ils sont libérés. stupides? Et les Russes, ils ont perdu 20 millions. Oui, ça, Non, on mais l'a ça dit. va pas. On l'a dit, ça. On l'a dit déjà. On l'a dit 20 25 000. millions et 150 000, et c'est les Américains qui nous ont libérés. Oui, enfin, vous oubliez quand Non, mais même ça suffit. que la Votre- victoire des... votre Vous l'avez propagande dit, est vous avez- insupportable. Bon, C'est d'accord. pour ça qu'on aurait une guerre nucléaire. Vous avez dit votre point de Ah vue. oui, Insupportable. avec des gens comme vous, effectivement, vous me faites penser à ceux que je regarde tous les jours à la télévision russe, qui Vous avez dit hurlent votre point qu'il de faut vue, ça bombarder suffit. toutes les capitales d'Europe et en premier Kiev. Voilà. Votre propagande. Bah oui, bah, au revoir. Faites votre propagande. Rammstein, combien de missiles nucléaires il y a? Vous Dites-moi combien. Vous avez dit votre Qu'est-ce point de qu'ils ont vue. à faire des Quelle missiles était votre nucléaires autre américains, question? Rammstein? Voilà, il est Non. vraiment... S'il y a une Non, bombe écoutez, nucléaire qui non, vient ici, non, non. l'Europe n'existerait plus. Les Russes ils vont d'abord tirer sur Rammstein. Écoutez, Et tous ici, si on vous est- voulez rester ici, Non, mais il s'en voilà, va, il s'en va, voilà. très bien. Je m'en vais, parce que Voilà, alors Très bien. vous c'est avez- insupportable, votre propagande et vos mensonges. Ah bah c'est ça, bon, au moins, on voit que la propagande russe porte aussi même dans nos pays, mais c'est bien. Non, alors, pour l'instant, il faut quand même aider l'Ukraine à résister, parce que autrement, elle ne pourra pas... on risque d'avoir un territoire d'Ukraine considérablement réduit par la Non, conquête non, non, russe. non, 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 non. Voilà, bon, Ça suffit. Oh. enfin, bon, il a joué son jeu. Fini. Il a fait son. Alors par contre, c'est vrai que l'attitude américaine et l'attitude On européenne, n'entend pas, attendez. pour l'instant, elles sont à peu près coordonnées, mais il y a des signes qui peuvent faire comprendre il faut que cette unité s'inscrive dans la durée. Et ça n'est pas gagné d'avance. Parce que chaque État a ses intérêts politiques, économiques et de sécurité, et qui ne sont pas nécessairement ceux des autres. Hein. Là, il faut quand même rappeler que les États n'ont pas d'amis, ils ont que des intérêts. Ça, c'est bien vrai. Alors, pour le moment, oui, aidons l'Ukraine à résister. Au-delà, et pourquoi il faut l'aider à résister? Pour qu'au moment où, du côté russe, on estimera qu'il faut négocier une sortie de ce conflit, que la position ukrainienne soit une position de force et non pas une position de faiblesse. Vous imaginez que si l'armée russe arrivait à prendre un quart ou la moitié du territoire actuel de l'Ukraine, alors qu'elle en a probablement l'intention, ses chefs en ont probablement l'intention, puisque vous entendez des généraux russes dire qu'au-delà de l'Ukraine, ils vont s'occuper du cas de la Moldavie, c'est la semaine dernière. Et puis qu'au-delà, ils détestent par exemple le régime politique actuel en Pologne. Et Dieu sait que la Pologne aide l'Ukraine à la fois pour les migrants, mais aussi pour la soutenir matériellement. Donc, il faudra peut-être un jour être en capacité de négocier avec les Russes, mais d'abord, il faut arrêter leur agression. C'est ça, je pense, que le premier point. Écoutez, là, c'est un peu facile à dire, parce que ce sont les Ukrainiens qui se battent, ce sont eux qui meurent au combat. Pour l'instant, notre côté occidental a fait le choix d'aider les Ukrainiens à se défendre, mais sans faire nous-mêmes la guerre. Voilà, on envoie du matériel de plus en plus offensif. Au départ, c'était du matériel de type défensif, dont les Ukrainiens se sont bien servis, parce qu'ils ont fait quand même beaucoup de dégâts dans le parc de tanks, de véhicules blindés, mais aussi d'hélicoptères de combat, d'avions et de bateaux russes. Le Moskva, qui était le navire amiral de la flotte russe de la mer Noire, c'était un croiseur de 134 mètres de long qui était une plateforme de tir de missiles balistiques. Il en avait 16 à l'avant, bâbord et tribord, 8 et 8, je le connais bien, je l'ai vu. Il est au fond de la mer Noire. Et ce sont 2 missiles ukrainiens Neptune qui l'ont envoyé au fond. Donc mais maintenant, le moment, et d'après les dirigeants, surtout américains mais occidentaux, le moment est venu
passer à des livraisons d'armements plus offensifs, donc des blindés, de l'artillerie, des munitions, voilà. Mais ça va leur prendre énormément de temps pour Oh, apprendre écoutez, à se servir de ces armes. ouais, il y a effectivement une période d'adaptation. Une partie de ces armements offensifs livrés viennent des arsenaux de matériel soviétique qui ont existé par le passé et qui étaient en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie et peut-être un peu en RFA aussi, le matériel de la RDA. Et ça, ils n'ont pas besoin d'entraînement pour pouvoir s'en servir, mais pour les matériels occidentaux, il faut des entraînements, oui c'est vrai. Donc on est dans une guerre de durée, c'est un conflit qui est inscrit dans la durée, ça, certainement. Vous pouvez continuer votre... Alors on ne perd pas de vue du côté occidental, et c'est particulièrement le cas du président de la République française. Il en est à son 11e coup de téléphone à Vladimir Poutine depuis le début de cette guerre. Il a laissé passer un mois entre le 10e et le 11e, qui a eu lieu il y a quelques jours. Mais, alors, son point de vue, c'est qu'il est important de maintenir un canal de discussion pour, après, être capable de négocier une sortie de ce conflit. Ça, c'est pas faux. Par contre, il reconnaît assez honnêtement que ces 10 coups de téléphone précédents n'ont donné aucun résultat parce qu'il demandait surtout à Vladimir Poutine d'autoriser la création de couloirs humanitaires dans les zones de combat pour évacuer les civils qui étaient pris au piège des combats, notamment à Mariupol, mais pas seulement. Quand c'était autour de Kiev, il le demandait déjà. Or, il y a eu 172 demandes, pas seulement françaises, mais du secrétaire général des Nations Unies, du HCR, etc. Il y a eu 172 demandes de création de couloirs humanitaires. Les Russes n'en ont pas accepté une dizaine. Et dans certains cas, ces évacuations ont tourné au drame, comme le fait souvent l'armée russe, c'est-à-dire oui, vous pouvez sortir par là de telle heure à telle heure, et puis quand le convoi passe, il est bombardé. Ça a été le cas aussi. Est-ce que vous croyez vraiment que Poutine un jour va admettre sa défaite? Pour le moment, non. C'est ce que dit aussi le président de la République française quand il rend compte de ses coups de téléphone. Il dit Poutine vit dans son monde, il est dans son récit historique et il ne voit pas bien, c'est un peu surprenant pour un ancien espion, mais il ne voit pas bien la réalité du monde actuel. Et ça, je pense qu'il a commencé à le percevoir. Il s'est lancé dans cette aventure sur la foi des rapports que lui ont fait les gens, ses agents des services spéciaux, du FSB. Et notamment le général commandant le 5e directorat du FSB, le général Bessaba, qui lui avait fait des tas de rapports préalables disant « Nos troupes vont être accueillies par des populations russophones qui leur offriront des fleurs. Elles seront accueillies comme des libérateurs parce que les Ukrainiens ne supportent plus de vivre sous la dictature de ce régime nazi. » C'était des fiches qui ne correspondaient pas à la réalité. Et les Russes, leur armée, leurs généraux et leurs dirigeants, et Poutine, ont été surpris par le patriotisme montré par les Ukrainiens et leur résistance sur le terrain. Souvenons-nous quand même qu'au début de la première vague d'agression, il y avait au moins 8 corps d'armée qui étaient disposés sur tout le pourtour, du sud au nord, sur tout le pourtour des frontières de l'Ukraine avec la Russie d'un côté et le Bélarus de l'autre. Et ces 8 corps d'armée avaient probablement comme plan de bataille de converger rapidement autour de Kiev pour faire un changement de régime à Kiev, c'est-à-dire se saisir du président Zelensky et de son gouvernement, de le remplacer par un gouvernement plus ouvert aux exigences de Moscou. C'est d'ailleurs au début de cette première vague que les Russes ont probablement ressorti de la naphtaline Yanukovych,
qu'on avait vu disparaître en Russie. On ne savait plus très bien où il était. Et il a été signalé comme réapparaissant à Minsk au début de l'offensive. Peut-être, c'est une spéculation peut-être, mais avec l'idée que, puisqu'il était, pour Poutine, le président légal qu'il fallait réinstaller, on aurait pu le proposer. Enfin, c'était rêver, et de croire que la population ukrainienne qu'il avait chassée en 2014 allait l'accueillir avec des vivas et des fleurs en 2022. Lui, il est dans ce monde-là, mais peut-être que les difficultés rencontrées par son armée sur le terrain, maintenant, vont l'amener à considérer un peu la réalité différemment. Mais pour l'instant, il est dans son monde. On est un peu dans les questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Hein. Vous avez encore une question? Une petite question. Oui. Maintenant, il y a la Finlande qui probablement devenir membre de l'OTAN. Est-ce que vous croyez ça? Oui, écoutez, je vous remercie de cette question parce qu'elle pose une question plus large et intéressante. C'est celle de la neutralité. Or, vous savez que malgré les combats, quand même, il y a une délégation russe et une délégation ukrainienne qui se rencontrent de temps en temps pour essayer d'envisager une sortie, alors pas une sortie négociée de la guerre. Pour le moment, leur rare rencontre porte plutôt sur le sort des populations civiles coincées par les combats, demande de couloirs humanitaires non suivis des faits, comme je l'ai déjà dit, mais aussi de temps en temps, petit échange de prisonniers. Là, il y en a eu quelques-uns, 3 ou 4. C'est pas sur des grandes quantités, une trentaine, une quarantaine à chaque fois. Mais les Russes aiment bien ça parce qu'ils ont souvent des gens qu'ils considèrent comme importants et qu'ils essayent de récupérer par là. Vous savez que dans les pertes de l'armée russe dans cette guerre en Ukraine, il y a eu beaucoup d'officiers supérieurs il a fallu les mettre en première ligne. Beaucoup ont été tués, mais certains ont été faits prisonniers. Alors, neutralité. L'Ukraine a déjà donné pour la neutralité. Hein. Quand Yanukovych était président de 2010 à 2014, il a fait voter en 2012 une loi ukrainienne qui proclamait l'Ukraine un État hors bloc. Donc elle n'était plus du côté russe dans le pacte de Varsovie, mais elle n'était plus candidate à l'OTAN, hors bloc. Quand la Crimée a été annexée par la Russie, c'était encore le statut de l'Ukraine, ce statut hors bloc. Donc ça ne l'a pas protégé. Et je vous ai rappelé les 3 accords 94, 97 et 2010 par lesquels la Fédération de Russie s'était engagée à respecter l'intégrité territoriale, la souveraineté de l'Ukraine dans ses frontières reconnues et à s'abstenir de l'usage de la force ou de la menace de la force pour contraindre la politique du gouvernement ukrainien. Bon, la neutralité, les Ukrainiens ont donné, ça leur a servi en aucune façon. Je pense qu'ils n'ont pas envie de recommencer. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur les accords de Budapest? Il y avait les autres pays garants de l'intégrité d'Ukraine. C'est l'accord donc de 1994 dont j'ai parlé. Il a d'abord été proposé et signé par les États-Unis d'Amérique, la Russie, le Royaume-Uni. Et c'est après, avec un certain délai, que sont venus comme co-signataires la République populaire de Chine et la France. Mais comme Moscou s'est assis sur ces accords, hein, on lui a rendu les têtes nucléaires et les fusées, ça ne l'a pas empêché d'attaquer l'Ukraine, voilà, et ils sont... C'est la réponse à la question de monsieur, pourquoi pas effectivement enlever les têtes nucléaires de Rammstein. L'Ukraine, elle a fait maintenant au cas, qu'est-ce qui se passe? Mais écoutez, oui, mais enfin, la construction de l'Ukraine indépendante et démocratique, c'était pas fait avec des pensées d'agression et d'extension du territoire. Non, c'était le développement d'une société libre et qui essaye d'obéir à des critères de développement
démocratique et négociée. Ben, ce n'est pas le cas en Russie, malheureusement. Depuis 30 ans, tous nos pays européens essaient de diminuer les armements, les armées. Tout le matériel militaire a été réduit. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit, pour aller vers une paix avec la Russie, il faudra dans le futur réarmer. Si on veut la paix avec la Russie, une Russie qui n'est plus devenue une Russie pacifique, il faudra nous réarmer vis-à-vis de cette Russie, aussi avec des têtes nucléaires. Bon, d'abord, il faut dire, et le dire bien clairement, dans toute cette politique occidentale de sanctions, hein, mais on ne fait pas la guerre ni à la Russie, d'une part, et surtout pas au peuple russe. Ça, on est bien conscient du fait que les citoyens russes, ils vivent dans un régime où il n'y a pas d'opposition démocratique qui puisse s'exprimer. Dès qu'il y a une tête éventuelle d'opposition démocratique qui apparaît, la justice russe et le pouvoir de Poutine se débrouillent pour le faire condamner à de longues peines de prison. Le dernier exemple en date est Navalny, mais avant, il y avait eu Boris Nemtsov, et lui, malheureusement, il a été assassiné sous les murs du Kremlin et au pied d'une caméra de surveillance qui, opportunément, au moment de son assassinat, ne fonctionnait pas. Donc, en plus, la population russe n'a pas ou très peu accès à une presse pluripartisane. C'est uniquement par le biais des 4 grandes chaînes de télévision russes qui déversent à longueur d'émission la propagande du régime que ces citoyens russes sont au courant de ce qui se passe. Certains d'entre eux prétendent encore maintenant ne pas savoir que leur armée est en guerre en Ukraine. On parle toujours d'opération militaire spéciale. Et ceux qui utiliseraient le terme de guerre tombent sous le coup de la loi nouvelle que le régime Poutine a fait voter et qui les condamne à 3 ou 15 ans de prison pour cela. Donc on comprend. Malheureusement, il faut quand même dire aussi que ce déferlement de propagande a de l'influence sur l'esprit des citoyens russes. Les plus jeunes et les plus éduqués, ceux qui sont habiles sur leurs réseaux sociaux, sur leurs appareils modernes, ils savent à peu près ce qui se passe. Et pour l'essentiel d'entre eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quitté la Russie. Restent ceux qui sont, hélas, tributaires de l'information officielle. Et information officielle qui ne les prête pas à croire autre chose que ce qu'on leur raconte. Et beaucoup de Russes, qui ne sont pas pourtant des va-t-en-guerre, mais répondent « Ah oui, on comprend la position de nos autorités, cette guerre est nécessaire. » C'est dommage, mais comme ça. Quels sont, vous posez une question, quels sont à votre avis, les intérêts en jeu du côté occidental? L'intérêt des Américains et l'intérêt des Européens de l'Ouest. L'intérêt des Américains, comme l'a dit le secrétaire d'État de la Défense Austin à Rammstein, c'est d'affaiblir la Russie. Et cela, c'est très clair. Et les Européens, dans tout ça, qu'est-ce qu'ils veulent? Quelles sont les grandes finalités stratégiques? C'est pas très évident. Les Américains veulent une Russie affaiblie pour pouvoir se concentrer sur la Chine, qui est leur principal rival, qui les a déjà dépassés sur le plan économique. Donc, quel est votre avis? Alors, je ne veux pas provoquer. Non, mais je vais vous répondre. Je pensais que le festival des immigrations, c'était toujours à propos de poser des idées critiques pour changer de société, pour aller vers une meilleure société altermondialiste. Il y avait un esprit altermondialiste. Oui, je veux vous répondre. Maintenant, c'est devenu très à droite, même réactionnaire, et ça me déçoit. C'est pourquoi j'étais un peu... Oui, bon, je vous réponds. Attendez, on va répondre. Les États-Unis sont passés
dans la première phase de la guerre russe contre l'Ukraine, ils ont dit « Nous voulons empêcher... D'abord, nous voulons aider les Ukrainiens à se défendre. Première chose, ils sont agressés, ils ne sont pas agresseurs. Et deuxièmement, nous voulons empêcher l'appareil militaro-industriel russe de fabriquer, au rythme où il l'a fait pendant les années passées, tout le matériel militaire dont l'armée russe se sert pour attaquer l'Ukraine. C'était ça. Depuis le 24 avril, il y a un stade différent pour un objectif différent pour les Américains. Ils disent maintenant clairement, nous voulons affaiblir cet appareil militaro-industriel russe pour que la Russie ne puisse plus jamais se permettre d'attaquer d'autres pays comme elle vient d'attaquer l'Ukraine. C'est ça. Côté européen, on veut défendre l'Ukraine, on veut l'aider à se défendre, très clairement, mais on ne veut pas complètement rompre avec la Russie. On espère pouvoir, à un moment donné, rediscuter avec la Russie du contexte de sécurité en Europe que l'administration Trump avait complètement mis par terre en sortant de tous les accords de désarmement, mais les Russes étaient sortis de leur côté aussi, donc ça avait cessé d'exister. Mais nous voudrions pouvoir discuter du futur de la sécurité en Europe et la reprise de relations quand même sociales, politiques et économiques avec l'État russe, mais à condition qu'il cesse d'être un État agresseur. Il n'en prend pas le chemin. Voilà. Il y a des intérêts russes aussi, vous ne les avez pas mentionnés, mais moi je tiens à les rappeler. L'intérêt politique de Poutine, c'était quand même de revenir à ce monde bipolaire où, alors il dit qu'il ne supporte plus le monde unipolaire que les Américains auraient tenté d'imposer. Il veut un monde multipolaire maintenant, mais dans ce monde multipolaire tel qu'il le conçoit, il aimerait bien retrouver cette place qui faisait que le dialogue Russie-États-Unis à l'époque de la guerre froide avait pu être appelé par un président de la République française, M. Pompidou, il l'avait qualifié de condominium. Poutine il tenait en tout cas à ce statut d'interlocuteur égal en importance entre Moscou et Washington. Visiblement, il l'a perdu. Il l'a perdu maintenant. Voilà. Mais il y a la Chine, et là, la Chine, elle a un rôle tout à fait ambigu. D'un côté, elle soutient Moscou, elle s'est bien abstenue de condamner l'agression russe en Ukraine, et elle ne la condamne toujours pas. D'autre part, vous vous souvenez que début février à Pékin, au moment d'inaugurer les Jeux Olympiques d'hiver, les deux dirigeants russes et chinois se sont entendus, ils ont fait une déclaration donnant leur vision du monde contemporain tel qu'ils le souhaitent, et c'est effectivement pas le monde occidental. Ils veulent qu'il y ait plusieurs pôles d'équilibre, dont le leur, occidentaux et aussi le tiers-monde. Et ça continue là-dessus. Par contre, de manière étonnante, il y a 8 jours, le quotidien du peuple, qui est le quotidien du Parti communiste chinois, a pris et a publié sans aucune déformation un entretien avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères, M. Dmytro Kuleba, où Dmytro Kuleba disait clairement « La Russie nous agresse et ça c'est insupportable ». Les Chinois n'ont pas enlevé ce passage et ils ont laissé aussi subsister la fin de l'entretien de M. Kuleba, qui disait qu'une fois la guerre achevée, on voulait reconstruire un monde sur des principes démocratiques et pacifiques. C'est pas tellement la tasse de thé chinoise de dire ça, mais ils n'ont pas caviardé l'entretien. Voilà ce que je peux dire. Voilà. C'est bien qu'on termine sur cette note avec la Chine. Peut-être ça passera par la Chine, une paix qui pourrait s'installer en Ukraine. Ce n'est peut-être pas nous les Européens qui sommes, disons, à la bonne manivelle pour avoir cette guerre, pour avoir cette paix. Peut-être ça passera par la Chine, parce que nous, on a aussi des intérêts, et la Chine a aussi des intérêts avec les Européens.
Mais je dois, parce qu'il y a les organisateurs du Je veux festival, dire juste un mot. un tout petit mot Ça de fin. peut et ça passera sûrement aussi par la population russe, la paix à venir. Parce que Poutine a quand même lancé son pays dans une aventure militaire. La population semble le soutenir. C'est sa façon d'opérer à Poutine. Je vous rappelle qu'il a fait 4 guerres. À chaque fois, sa popularité a temporairement grandi. Deuxième guerre de Tchétchénie, guerre contre la Géorgie, guerre en Syrie et maintenant guerre contre l'Ukraine. La réaction immédiate, c'est oui, on a besoin d'un leader fort, on le soutient. Et puis après, ça redescend. Donc il a lancé son pays dans une aventure. Quand la population russe va commencer à sentir concrètement les effets des sanctions sur sa vie quotidienne, il peut y avoir quand même des moments où on va lui demander des comptes. D'autre part, il faut se souvenir, même si ce n'est pas un bon parallèle, mais il faut se souvenir qu'en 1962, Nikita Khrouchtchev avait fait le chantage des fusées nucléaires russes sur Cuba, que ça avait failli mal tourner avec les États-Unis présidés par John Fitzgerald Kennedy et la France présidée par Charles de Gaulle, qui avait quand même dit à l'ambassadeur soviétique qui était venu lui faire un chantage nucléaire à ce moment-là, le général lui avait dit, eh bien, monsieur l'ambassadeur, dans ces conditions, nous mourrons ensemble. Voilà. Et donc, il y a peut-être aussi la nomenclature de l'armée russe. On ne sait pas s'ils pensent tous ces officiers, mais quand ils voient qu'on leur casse leur outil militaire dont ils sont très fiers, peut-être qu'un jour, ils pourront faire, à l'image de ce que les gens du Politburo de 62 avaient dit en 64 à Nikita Khrouchtchev, chers camarades, vous avez pris des risques trop grands, vous nous avez fait prendre des risques inconsidérés, vous avez maintenant le droit de prendre une retraite bien méritée. Monsieur Faure, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Je pense que si M. Poutine aurait toutes les connaissances historiques de son propre pays, comme vous l'avez expliqué ici, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Quelle politique pacifique de l'Europe face à l'agression militaire russe contre l'Ukraine? J'espère que nous avons apporté quelques aspects, quelques pistes, quelques chemins qui vont nous éclairer, nous faire comprendre dans quel sens cette paix devra se faire. Merci beaucoup, Monsieur Faure, d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci à vous tous d'être venus et bon retour à la maison. Merci de votre attention.